Depuis des décennies, l'immobilier parisien est perçu comme une forteresse imprenable, une valeur refuge qui ne connaît qu'une seule direction, la hausse perpétuelle. Les investisseurs du monde entier et les épargnants français sont convaincus que la pierre dans la capitale est déconnectée des cycles économiques classiques, protégée par une pénurie structurelle de logements et une attractivité touristique sans égale. Pourtant, en ce début d'année 2026, une fissure inquiétante est en train d'apparaître sur la façade de cet édifice. Non pas à cause des taux d'intérêt ou de la démographie, mais à cause d'un choc externe que personne n'avait anticipé sur le marché du logement. Le moteur caché qui a propulsé les prix parisiens vers des sommets stratosphériques au cours des 20 dernières années n'est autre que l'industrie du luxe. Ce secteur, qui pèse plus lourd dans l'économie française que l'aéronautique et l'automobile réunis, est le véritable payeur en dernier ressort de la capitale. Ce sont les géants de la mode et de la maroquinerie qui louent les bureaux les plus chers, qui occupent les boutiques aux loyers astronomiques, et dont les cadres supérieurs achètent les appartements familiaux à plus de 15 000 € le mètre carré. Paris n'est pas juste une ville, c'est le showroom géant d'une industrie qui est aujourd'hui en danger. Alors que les tensions commerciales avec les États-Unis et le ralentissement chinois frappent de plein fouet les marges des conglomérats du luxe, un effet domino redoutable est en train de se mettre en place. Si le luxe tousse, c'est tout l'écosystème immobilier parisien qui s'enrhume, du triangle d'or jusqu'au quartier résidentiel. Nous allons analyser comment la fin de l'euphorie dans le secteur de la mode va mécaniquement provoquer une correction brutale de la pierre parisienne et pourquoi votre patrimoine immobilier est plus lié au prix des sacs à main que vous ne le pensez. Chapitre 1. Le pilier invisible, la dépendance au luxe. Pour comprendre la vulnérabilité actuelle de Paris, il faut d'abord mesurer l'emprise physique et financière du secteur du luxe sur la ville. Ce n'est pas seulement une question de quelques boutiques sur l'avenue Montaigne, c'est une domination structurelle du marché de l'immobilier d'entreprise. Les grands groupes de luxe ne louent pas seulement des vitrines, ils occupent des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux prime dans les quartiers les plus prestigieux pour loger leurs sièges sociaux, leurs équipes créatives, leurs services juridiques et leurs agences de marketing. Cette demande insatiable a agi comme un plancher artificiel pour les loyers commerciaux parisiens pendant 2 décennies. À chaque fois qu'un immeuble se libérait dans le centre de Paris, un géant du luxe était là pour surenchérir, prêt à payer des sommes déconnectées de la réalité économique pour sécuriser l'emplacement. Cette concurrence féroce a chassé les entreprises traditionnelles vers la périphérie et a établi un standard de prix qui sert de référence pour la valorisation de tous les actifs immobiliers de la capitale. Mais l'impact ne s'arrête pas aux bureaux et aux boutiques, il se répercute directement sur le marché résidentiel haut de gamme. Qui sont les acheteurs capables de s'offrir des appartements à 2 ou 3 millions d'euros dans les beaux quartiers? Ce sont majoritairement les dirigeants, les cadres à haut bonus, les avocats d'affaires et les consultants qui gravitent tous autour de cette industrie florissante. Le pouvoir d'achat immobilier parisien est, pour une part significative, financé par les profits mondiaux du luxe. Il faut aussi compter l'impact des sous-traitants et de l'économie de services qui dépend de cette manne financière. Les agences de publicité, les organisateurs d'événements, les architectes d'intérieur, les conciergeries de luxe, tous ces métiers vivent à des budgets colossaux alloués par les grandes maisons. Lorsque ces budgets sont là, ces professionnels achètent et louent à Paris, soutenant la demande locative et les prix de vente dans les arrondissements centraux. L'immobilier parisien est donc devenu un produit dérivé du marché du luxe mondial. La corrélation entre le cours de bourse des géants du CAC 40 et le prix du mètre carré parisien est troublante. Tant que la Chine et les États-Unis achetaient massivement des produits français, l'argent coulait à flot vers Paris, se solidifiant en pierre de taille haussmannienne. C'était un cycle vertueux qui semblait éternel, transformant la ville en une réserve de valeur pour les profits du secteur. Cette dépendance est dangereuse car elle est concentrée. Contrairement à Londres ou New York, qui ont une économie diversifiée entre la finance, la technologie et les médias, Paris a misé une part disproportionnée de sa richesse sur une seule industrie. Si cette industrie entre en récession, il n'y a pas de moteur de rechange pour soutenir les valorisations immobilières. Le marché parisien repose sur un seul pied, aussi doré soit-il. Aujourd'hui, alors que les nuages s'accumulent sur le commerce international, ce pilier invisible commence à trembler. Les propriétaires immobiliers, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, n'ont pas encore réalisé que leur locataire idéal, celui qui payait sans compter, est en train de fermer son carnet de chèques. La prise de conscience risque d'être brutale lorsque les renouvellements de baux arriveront sur la table des négociations. Chapitre 2. Le choc de janvier 2026. Le déclencheur. Le point de bascule de cette mécanique bien huilée a eu lieu en janvier 2026 avec l'annonce des nouvelles barrières douanières américaines
et la confirmation du ralentissement structurel de la consommation chinoise. Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, les géants du luxe ont dû émettre des avertissements sur résultats, signalant au marché que l'ère de la croissance à 2 chiffres était révolue. L'impact immédiat s'est fait sentir sur les trésoreries des entreprises. La priorité n'est plus à l'expansion, mais à la préservation des marges. Dans les conseils d'administration, les mots d'ordre ont changé radicalement. On ne parle plus d'occupation du terrain à tout prix, mais de rationalisation des coûts et d'optimisation des surfaces. Pour le marché immobilier, c'est un signal d'arrêt cardiaque. Concrètement, cela signifie le gel immédiat des projets d'acquisition et de location de nouveaux bureaux. Les déménagements pharaoniques vers des immeubles restructurés à prix d'or sont mis en pause ou annulés. Les grands groupes qui étaient les seuls capables de prélouer des milliers de mètres carrés avant même la fin des travaux se retirent du marché, laissant les promoteurs immobiliers avec des chantiers coûteux sur les bras et aucun locataire en vue. Ensuite, vient la question des effectifs et des rémunérations variables. Face à la baisse des ventes, les bonus annuels des cadres dirigeants et des équipes commerciales, qui constituent souvent une part majeure de leur rémunération totale, sont drastiquement réduits ou supprimés. Or, à Paris, ce sont ces bonus qui constituent souvent l'apport personnel nécessaire pour acheter sa résidence principale. Sans cet afflux de cash annuel en début d'année, de nombreux projets immobiliers personnels sont stoppés net. Le banquier qui validait le prêt sur la base des revenus exceptionnels des 3 dernières années devient soudainement beaucoup plus prudent. La capacité d'emprunt de toute une classe sociale supérieure parisienne se contracte violemment, asséchant la demande pour les biens familiaux de standing. Il y a aussi l'effet psychologique sur les expatriés et les acheteurs étrangers. Une partie de l'immobilier de luxe parisien est détenue par des investisseurs internationaux qui pariaient sur le dynamisme de la ville-lumière. Si l'industrie phare de la ville est en crise, l'aura de Paris ternit. Les riches acheteurs chinois ou américains, déjà refroidis par la géopolitique, n'ont plus aucune raison de se précipiter sur la pierre parisienne. Ce choc de janvier 2026 n'est pas une simple correction boursière, c'est un changement de paradigme pour l'économie réelle de la capitale. L'argent facile qui irriguait le marché s'est tari, les robinets sont fermés. Et comme dans tout système hydraulique, lorsque la pression baisse soudainement, les tuyaux les plus fragiles, ici les valorisations immobilières excessives, commencent à imploser. Chapitre 3. L'immobilier commercial, le premier domino. Le premier secteur à subir l'impact direct est l'immobilier commercial, en particulier les boutiques de luxe et les flagships sur les grandes artères. Pendant des années, les marques se battaient pour payer des loyers de plusieurs millions d'euros par an pour être présentes sur les Champs-Élysées ou la rue Saint-Honoré, considérant ces dépenses non pas comme des coûts immobiliers, mais comme des dépenses de marketing et de publicité. Avec la chute des ventes et la nécessité de couper les coûts, cette logique ne tient plus. Les directeurs financiers reprennent le pouvoir sur les directeurs marketing. Une boutique qui n'est pas rentable par elle-même est désormais menacée de fermeture ou de réduction de surface. On commence à voir apparaître le phénomène impensable, il y a 2 ans, de la vacance commerciale sur les axes les plus prestigieux. Lorsque des vitrines restent vides ou que des enseignes moins prestigieuses remplacent les grandes marques de luxe, la valeur de tout le quartier chute. C'est un cercle vicieux, moins de luxe attire moins de clientèle fortunée, ce qui fait baisser le chiffre d'affaires des boutiques voisines, qui demandent alors des baisses de loyer. La prime de prestige, qui justifiait des valorisations délirantes, s'évapore. Les grands perdants de cette tendance sont les foncières cotées et les fonds d'investissement immobilier, SCPI, OPC, qui détiennent ces murs. Leurs portefeuilles sont valorisés sur la base de loyers théoriques qui ne seront plus jamais payés. Ils vont devoir passer des dépréciations d'actifs massives dans leurs comptes, ce qui va réduire le rendement servi aux épargnants qui ont investi dans la pierre papier. Le marché des bureaux subit le même sort. Les immeubles trophées, ces bâtiments historiques rénovés à grands frais pour séduire les sièges sociaux du luxe, ne trouvent plus preneur au prix demandé. Les loyers prime, qui avaient tout dépassé les 1 000 € du mètre carré par an dans certains quartiers, doivent être revus à la baisse de 20 ou 30% pour attirer des locataires d'autres secteurs moins riches. Cette crise de l'immobilier commercial est le canari dans la mine. Elle précède toujours la crise du résidentiel. Si les entreprises ne peuvent plus payer les loyers, c'est que l'activité ralentit. Et si l'activité ralentit, les emplois et les revenus des ménages sont menacés. La contagion se propage des murs de boutiques vers les murs d'appartements. De plus, la mairie de Paris et l'État perdent une manne fiscale importante. Les droits de mutation et les taxes foncières, assis sur des valeurs élevées, commencent à baisser, réduisant les budgets publics au moment où les besoins sociaux augmentent. C'est tout le modèle économique de la ville, basé sur la rente du luxe, qui est remis en question par ce retournement de cycle commercial. Chapitre 4. L'immobilier résidentiel, l'exode des cadres.
Le marché résidentiel parisien, déjà fragilisé par la hausse des taux d'intérêt ces dernières années, tenait bon sur le segment haut de gamme grâce aux acheteurs cash et aux hauts revenus. Mais la crise du luxe frappe précisément cette catégorie de population. Les cadres supérieurs des grands groupes, habitués à un train de vie fastueux et à des perspectives de carrière linéaires, se retrouvent soudainement en insécurité professionnelle. Dans un climat d'incertitude, la première décision que l'on prend est de repousser les gros investissements. L'achat de l'appartement familial de 150 mètres carrés dans le 6e ou le 7e arrondissement est reporté sine die. Les visites se raréfient, les offres se font agressives, bien en dessous du prix affiché. Les vendeurs, souvent arrogants après des années de marché haussier, sont en état de sidération. Le stock d'invendus commence à s'accumuler. On voit réapparaître des biens qui restent sur les portails d'annonces pendant 3, 4, 6 mois. C'est du jamais vu pour des biens de qualité à Paris. Pour débloquer la vente, les propriétaires sont obligés de consentir des baisses de prix significatives. Non pas de quelques pourcents, mais de 10 ou 15% d'un coup. L'absence des acheteurs étrangers amplifie le phénomène. Les Américains, qui profitaient du dollar fort, se retirent à cause de l'instabilité politique en France et des taxes douanières qui affectent leurs propres revenus. Les acheteurs du Moyen-Orient ou d'Asie deviennent sélectifs et opportunistes, cherchant la bonne affaire plutôt que le coup de cœur. Le marché parisien redevient un marché franco-français, mais avec des Français qui ont moins d'argent. Un autre phénomène inquiétant est la mise en vente forcée. Certains cadres qui avaient emprunté au maximum de leur capacité, en comptant sur leur bonus futur pour payer les mensualités ou les travaux, se retrouvent pris à la gorge. Si le bonus tombe à zéro, ou si un plan de départ volontaire est annoncé, ils doivent vendre en urgence pour éviter le défaut de paiement. Ces ventes forcées vont fixer les nouveaux prix du marché, bien plus bas. Le marché locatif haut de gamme souffre également. Les entreprises de luxe réduisent le nombre d'expatriés qu'elles envoient à Paris et réduisent les enveloppes de logement pour ceux qui restent. Les grands appartements meublés destinés à cette clientèle corporate restent vides, obligeant les propriétaires bailleurs à baisser les loyers ou à vendre, ce qui rajoute encore de l'offre sur le marché de la transaction. C'est la fin de l'exceptionnalisme parisien. Paris redevient une ville soumise aux lois de la gravité économique. Si les habitants les plus riches de la ville s'appauvrissent, la valeur de la ville s'ajuste mécaniquement à leur nouvelle solvabilité. Le mythe de la pierre qui ne baisse jamais se fracasse contre la réalité des bilans comptables des ménages. Chapitre 5. L'effet de contagion. La classe moyenne touchée. L'erreur serait de croire que cette crise ne concerne que les ultra-riches et les appartements à 3 millions d'euros. L'immobilier fonctionne par vase communicant. Si le marché du luxe se grippe, il bloque toute la chaîne de la mobilité résidentielle. Le vendeur d'un bien de luxe est souvent l'acheteur d'un bien intermédiaire, ou inversement. Si le sommet de la pyramide ne bouge plus, la base se fige. Les propriétaires qui espéraient vendre leur appartement parisien au prix fort pour acheter une maison en province ou un bien plus grand en banlieue ne trouvent plus d'acheteurs au prix espéré. Ils sont donc bloqués dans leur projet, ce qui réduit le nombre de transactions sur l'ensemble du marché. La fluidité du marché disparaît, créant une situation de blocage généralisé. De plus, l'impact économique du ralentissement du luxe se diffuse dans toute l'économie locale. Les restaurants étoilés, les traiteurs, les chauffeurs privés, les artisans d'art, tous ces métiers voient leur chiffre d'affaires baisser. Ces professionnels font partie de la classe moyenne supérieure parisienne qui achète les appartements entre 8 000 et 12 000 euros le mètre carré. Moins de revenus pour eux signifie moins d'acheteurs pour les biens classiques. Les banques, voyant la tempête arriver, durcissent encore leurs conditions d'octroi de crédit. Elles savent que les valorisations actuelles sont fragiles et refusent de prêter sur des montants qu'elles jugent surévalués. L'apport personnel exigé augmente, excluant de facto les primo-accédants, qui n'ont pas d'héritage ou d'aide familiale massive. Le marché se retrouve privé de son carburant essentiel, le crédit bancaire. La psychologie joue un rôle central. L'ambiance générale à Paris devient morose. Les articles de presse sur la crise du luxe, les fermetures de boutiques et les plans sociaux créent un climat anxiogène. Dans ce contexte, personne n'a envie de s'endetter sur 25 ans pour acheter un bien dont la valeur risque de baisser l'année prochaine. L'attentisme devient la stratégie rationnelle dominante. On assiste aussi à un rééquilibrage géographique. Si Paris perd de son lustre économique et que les opportunités de carrière dans le luxe se raréfient, l'attrait de la capitale diminue par rapport aux métropoles régionales ou à l'étranger. Le solde migratoire de Paris, déjà déficitaire, pourrait se creuser encore, réduisant la pression démographique qui soutenait les prix. C'est un effet de richesse négatif. Les propriétaires parisiens se sentent moins riches, car la valeur théorique de leur patrimoine baisse. Ils consomment moins, investissent moins, ce qui pèse sur la croissance nationale. La crise immobilière parisienne devient ainsi un frein pour toute l'économie française, bien au-delà du périphérique. Chapitre 6.
Le scénario 2026-2027, la nouvelle réalité. À quoi faut-il s'attendre pour les 18 prochains mois? Le scénario le plus probable n'est pas un effondrement total du jour au lendemain, mais une correction sévère et durable, un repricing indispensable pour assainir le marché. Les experts anticipent une baisse des prix parisiens, pouvant atteindre 15 à 20% par rapport au sommet, ramenant les valorisations à des niveaux plus cohérents avec les revenus réels des habitants. Pour les vendeurs, ce sera une période douloureuse. Il faudra accepter de perdre de l'argent par rapport aux estimations d'il y a 2 ans. Le temps où l'on pouvait mettre un bien en vente le matin et avoir 3 offres au prix le soir est révolu. Il faudra réapprendre la patience, la négociation et l'humilité. Seuls les biens sans défaut et au juste prix trouveront preneur. Pour les acheteurs disposant de liquidités, en revanche, des opportunités générationnelles vont s'ouvrir. La prime de luxe ayant disparu, il sera possible d'acquérir des biens de qualité dans des quartiers centraux à des prix que l'on pensait disparus. Ce sera le retour d'un marché d'acheteurs, où l'on peut prendre le temps de visiter, de comparer et de négocier fermement. Le paysage urbain de Paris va également changer. La vacance commerciale va forcer les propriétaires à se réinventer. On verra peut-être moins de boutiques de sacs à main standardisés, et plus de commerces de proximité, de services ou de lieux culturels qui ne pouvaient pas payer les loyers du luxe. La ville pourrait y gagner en authenticité, ce qu'elle perd en paillettes. Les investisseurs institutionnels vont devoir revoir leur stratégie. La diversification hors de Paris et hors du bureau va s'accélérer. Le mythe de la centralité absolue est ébréché. On va chercher du rendement ailleurs, dans la logistique, la santé ou le résidentiel abordable en région, délaissant le prestige parisien devenu trop risqué. Politiquement, cette crise pourrait avoir des répercussions. La baisse des prix de l'immobilier, bien que douloureuse pour les propriétaires, pourrait être une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat et l'accès au logement des classes moyennes, si tant est que les banques prêtent. C'est un rééquilibrage social violent mais peut-être nécessaire après 2 décennies d'exclusion par les prix. En conclusion, l'année 2026 marquera la fin de l'âge d'or de l'immobilier parisien dopé au luxe. Nous entrons dans une phase de normalisation plus sobre, plus dure, mais plus réelle. Le domino est tombé, et il faudra du temps avant de pouvoir reconstruire un cycle haussier sur des bases saines, déconnecté des aléas de la mode et de la géopolitique mondiale. Le mythe de l'immobilier parisien invincible vient de se briser sous nos yeux. Nous apprenons à nos dépens que la pierre n'est jamais totalement immobile. Elle est le reflet fidèle de la santé économique de ceux qui l'habitent. Quand le luxe s'enrhume, Paris tremble. La question pour vous est maintenant très concrète. Si vous êtes propriétaire à Paris ou en Île-de-France, avez-vous conscience que la valeur de votre patrimoine dépend des décisions prises à Washington ou à Pékin? Et si vous êtes acheteur, allez-vous profiter de cette baisse historique ou attendre que les prix chutent encore? Dites-moi en commentaire comment vous ressentez le marché autour de vous. Voyez-vous déjà les panneaux à vendre s'accumuler dans votre quartier? Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Nous suivrons l'évolution de ce crack au mois le mois. À très vite.